Sur les ondes du passé, un podcast réalisé par les étudiantes et les étudiants en histoire publique de l'Université de Genève. Dans l'Antiquité grecque, deux paysans travaillent ensemble dans un champ. L'un d'entre eux, fatigué par sa tâche, se demande d'où peut bien venir le travail. Alors son ami lui raconte ce qu'il a entendu de la bouche d'un poète lorsqu'il était plus jeune. Découvrez cette histoire mythique du travail, au travers de laquelle naît un sentiment d'injustice face à ceux qui profitent librement de leur temps. Dis-moi, penses-tu souvent au travail ? Ah ça oui, je te conseillerais même d'arrêter de bavarder et de m'aider à semer ces graines. Non, pas comme ça. Je te demande plutôt si tu penses souvent à la raison pour laquelle on est obligé de travailler comme ça. De temps en temps, pour être honnête. J'ai surtout le souvenir de l'histoire de Prométhée qu'un poète de passage avait chanté lorsque j'étais plus jeune. Ça te dérangerait de me la raconter ? Et pendant ce temps, je t'aide avec ce chant. Bon, comme tu veux. Tu sais que Prométhée est celui qui a volé le feu à Zeus. Oui, pour lui donner aux humains, je sais. Mais sais-tu pourquoi ? Avant que Prométhée ne nous apporte le feu, les humains et les dieux vivaient tous ensemble sur la terre. L'humanité était immortelle, n'était jamais malade ou fatiguée. Tout le contraire de nous. Tu ne crois pas si bien dire. Tout se passait merveilleusement bien. Les anciens appellent ce temps-là l'âge d'or, à cause de l'immortalité des hommes, mais aussi parce que le blé poussait tout seul. Personne n'avait besoin de le semer ou de le récolter. Le rêve. Oui, le rêve, jusqu'à ce que Prométhée décide de s'en mêler. C'est un dieu un peu spécial, à l'écart des autres. Il n'aime pas l'ordre et a l'habitude de contester l'autorité. Donc, quand Zeus lui demande de partager le bœuf, que les dieux et les hommes se partagent lors d'un banquet, sais-tu ce qu'il fait ? Il décide de jouer un tour à Zeus ? Oui, d'un côté, il met tous les os du bœuf qu'il recouvre d'une belle couche de graisse bien appétissante. De l'autre côté, il enfonce toute la bonne viande dans l'estomac de l'animal. Évidemment, il essaie de faire en sorte que Zeus choisisse le beau morceau, avec la graisse, mais qui ne contient en fait que les os. Et pour nous, il a réservé la bonne viande dans l'estomac dégoûtant. Exactement. Mais Zeus n'est pas bête. Il comprend le stratagème, mais il joue quand même le jeu et choisit les os. Pourquoi fait-il ça ? Il fait exprès de se tromper. Mais justement, il se trompe pour se venger ensuite sur les hommes. Comme Prométhée nous a donné la bonne viande, Zeus décide qu'on en aura maintenant besoin pour vivre. Il faudra dorénavant manger pour vivre. Et si on ne mange pas ? Devine. On meurt. Mais tu disais tout à l'heure que les hommes étaient immortels. Eh bien, plus maintenant. Prométhée nous a réservé la bonne part du bœuf, n'est-ce pas ? Alors, en contrepartie, Zeus nous retient notre immortalité. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que les hommes peuvent perdre de plus que l'immortalité ? La terre. Les plantes qui poussaient toutes seules. Tu te souviens ? Ça aussi, Zeus nous les a retirées. Et c'est pour ça qu'on s'embête en ce moment même à semer ce champ. D'accord, j'ai compris. Et pour le feu alors ? Quand est-ce que tu vas décider à m'en parler ? Dès maintenant. C'est la 3e punition de Zeus. En plus de l'immortalité et des cadeaux de la terre, le roi des dieux a aussi décidé d'arrêter de nous faire don de sa foudre. En faisant ça, il nous rapproche des animaux, puisqu'on ne peut plus faire cuire nos aliments. Ah oui ! Et c'est à ce moment-là que Prométhée intervient à nouveau. Il vole un peu de feu à Zeus pour nous l'apporter, c'est ça ? Tout à fait. Pour être plus précis, il vole quelques braises qu'il cache dans la tige d'une plante. Je me souviens que le poète nous avait expliqué ensuite que le feu des humains était différent de celui de Zeus. Il n'est pas magique, mais technique, dans le sens où on doit travailler pour le garder en vie, en le nourrissant de bois par exemple. Si je comprends bien, ce que voulait dire ton poète, c'est que ce qui caractérise l'humanité, c'est la nécessité de travailler. C'est ce que j'ai compris de son intervention, oui.
Tu ne me retireras pas de l'esprit que la réalité est un peu plus compliquée que ça. Qu'entends-tu par là? J'entends que si l'humanité doit bien travailler pour survivre, ça ne signifie pas forcément que tous les humains travaillent de la même manière. Ça, c'est évident. Tout le monde n'est pas paysan comme toi et moi. Oui, bien sûr, certains sont artisans, d'autres marchands. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a encore d'autres qui ne travaillent tout simplement pas. Tu as raison. Nous ne sommes pas absolument tous égaux de ce point de vue-là. Sais-tu à quoi tout ça me fait penser? Il y a quelques années, on m'a rapporté la réflexion d'un philosophe pour qui tous les travaux n'avaient pas la même valeur. Il disait par exemple du métier de paysan qu'il était vertueux, car c'est un métier où l'on travaille pour soi et pour sa famille. Que disait-il du métier d'artisan ? Eh bien, pour l'artisan, il disait au contraire que c'était un métier indigne, car il est nécessairement dépendant de la volonté de ses clients. Donc, si je te suis bien, il valorisait les travaux libres. En tant que paysans, nous travaillons pour nous-mêmes, tandis que l'artisan, ou pire, l'esclave, travaille pour un autre. C'est effectivement ce que j'ai compris. Étonnant, tu ne trouves pas? J'y vois surtout un raisonnement qui sert les intérêts de ceux qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre. Ils sont le symbole même de cette liberté qu'ils valorisent tant. Tu y vois une injustice? Complètement. Aux dernières nouvelles, Zeus a condamné toute l'humanité au travail, et pas seulement une partie. Tu sais quoi? C'est exactement ce que j'ai rétorqué à la personne qui m'a raconté tout ça. Et sais-tu ce qu'elle m'a répondu? Dis-moi tout. Elle m'a dit que le philosophe voyait au contraire cette libération du travail comme une chance. Comme il n'avait pas à travailler, il pouvait alors s'adonner à ce qu'il appelait les loisirs de l'esprit. Il allait même jusqu'à affirmer qu'il était plus utile à la vie politique que ceux qui travaillent, nous par exemple, car il pouvait justement y consacrer tout le temps qu'il souhaitait. Donc si je résume sa pensée, l'idéal est de ne pas travailler, de profiter de son temps pour réfléchir et faire de la politique. Et si l'on est obligé malgré tout de travailler, alors il vaut mieux travailler pour soi que de dépendre d'autrui. J'ai bon ? Je n'aurais pas pu faire un meilleur résumé. Tout ça est bien joli, crois-moi, mais ça ne change malheureusement rien au fait que la majeure partie de l'humanité est condamnée à travailler, comme nous actuellement. J'ose espérer que la libération du travail dont parlait ce philosophe ne restera pas le privilège d'un petit nombre, mais s'étendra peu à peu aux autres parties de l'humanité. J'ose espérer que la punition de Zeus n'est pas éternelle. Je n'en espère pas moins, cher ami. Après tout, pour te raconter la fin du mythe, Prométhée lui-même a fini par être libéré de la montagne à laquelle Zeus l'avait enchaîné pour le punir de nous avoir offert le feu. Il y a peut-être là matière à espérer, n'est-ce pas ? Cette histoire, aucune source de l'époque nous la rapporte. La voix des travailleurs du quotidien ne se transmettait pas. Tenter de reconstruire leurs réflexions au sujet du travail n'est pas une tâche facile. Il aura fallu trouver d'autres portes d'entrée. Le mythe de Prométhée d'abord, rapporté par Hésiode, poète grec du 8e siècle avant notre ère. La réflexion philosophique d'Aristote ensuite. Au travers de ces deux sources, le travail nous apparaît comme une punition des dieux, un mal inévitable qui s'abat sur l'humanité. Cette punition n'est pourtant pas un frein à la liberté. Les travailleurs libres s'opposent par exemple aux travailleurs non libres, comme les esclaves. Travailler pour soi, libéré de toute contrainte ou dépendance extérieure, est respecté. Peut-on alors parler de libération du travail ? Peut-être, si l'on admet que l'idéal philosophique régnant est celui du loisir intellectuel, la scolée chez les Grecs ou otium chez les Romains. Cette liberté est le privilège d'une élite, à la fois sociale, politique et même intellectuelle. Injuste, nous direz-vous ? C'est bien là le sentiment qui domina nos deux paysans, tandis qu'ils finissaient de semer leurs champs. Sur les ondes du passé, un podcast réalisé par les étudiantes et les étudiants en histoire publique de l'Université de Genève.